Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Cette semaine, je vous propose une plongée dans le parcours de Claire Allanche, qui était jusqu'en mars 2025 DIRCOM et membre du COMEX de Naval Group. Elle nous partage ses enseignements de carrière qui lui ont permis notamment de porter la fonction communication à des niveaux stratégiques dans les organisations. Avant de commencer, un mot rapide sur le modèle économique du podcast Les Grandes Épopées. J'ai fait le choix de ne pas avoir de sponsor financier pour protéger le cœur de sa valeur, la liberté de ton de mes invités et l'authenticité de nos échanges. Pour assurer la pérennité du podcast, j'ai créé une offre de rétrospective de carrière audio privée pour les entreprises qui cherchent à valoriser via cet exercice de transmission le départ d'un dirigeant ou d'une figure clé. Le tout en honorant avec élégance la contribution de ce collaborateur au développement de l'organisation. Si cette démarche peut faire sens pour vous, pour votre entreprise, contactez-moi par email ou LinkedIn. Et maintenant, place à l'épisode du jour. « 1985, vous avez 23 ans. C'est votre premier jour au sein de l'agence Deloitte et Associés. Qui êtes-vous à ce moment précis ? Je suis Claire, une période un peu compliquée. Je viens de finir mes études de langue. J'ai fait des études de langues étrangères appliquées, en l'occurrence parce que j'aimais beaucoup les langues. J'étais très douée pour les langues. J'avais eu la meilleure note de l'académie au bac, ce qui m'avait poussée à faire des études de langue. Et en fait, j'étais au moment où je me rendais compte que je ne ferais jamais le métier d'interprète de conférence pour lequel j'avais fait ces études. J'étais partie 1 an aux États-Unis déjà à ce moment-là pour parfaire ma connaissance de la langue. Et en fait, je me rendais compte que puisque je n'étais pas bilingue de naissance, je n'arriverais probablement jamais à faire ce métier. Donc, c'était un peu un moment compliqué où je me disais mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? J'avais l'ambition de faire plus qu'un job d'assistante trilingue. Et donc, je suis rentrée dans une agence de communication, Deloitte et Associés. Je connaissais des gens qui m'ont proposé de rejoindre cette agence dans un petit niveau de consultante junior. Et puis voilà, et en fait, c'était mon première entrée dans la communication et sans doute le début de mon apprentissage parce que j'étais autodidacte, évidemment, dans ce domaine-là. Et le début de cette grande aventure sans que je le sache vraiment. Et je me disais, ça peut être un métier sympa. Ça, c'était vous à 23 ans. Comment est-ce que vous vous présentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 64 ans. De l'eau a coulé sous les ponts. J'ai pris ma retraite il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc, je suis une retraitée heureuse, même si ce mot de retraitée, j'ai un peu de mal à me l'appliquer à moi-même, parce qu'en fait, je vois assez peu de sens au mot retraite. Moi, je vois ça plutôt comme un nouveau départ et le moment où on fait autre chose finalement dans sa vie, plutôt que retraite, se retirer, pour moi, n'a pas vraiment de sens. Bienvenue Claire sur Les Grandes Épopées. Merci Jafar. Et merci de m'accueillir chez vous à Saint-Germain-en-Laye pour cet épisode. Pour rappel, pour les auditeurs qui découvrent Les Grandes Épopées, l'intention du podcast, c'est de revenir sur des moments clés de la vie professionnelle de mes invités pour à la fois comprendre comment vous les avez vécus à l'époque et aujourd'hui, avec le recul qui est le vôtre, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour vous et pour les auditeurs. Et comme vous l'avez compris, on va beaucoup parler de communication. Vous avez une vie professionnelle extrêmement riche avec plein de manières de vivre cette thématique de la communication. Et donc l'idée, ça va être aussi d'explorer cet univers-là à travers ce que vous avez vécu et à travers aussi la manière dont vous vivez cette nouvelle étape de votre vie personnelle et professionnelle. Ce que je propose, c'est qu'on démarre peut-être par quelques éléments. Je rebondis généralement pas sur l'introduction, mais j'ai quand même envie de revenir sur quelques éléments que vous avez déjà cités lors de la présentation, notamment sur votre background et ce rapport aux mots. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus ? Ça m'a accompagnée toute ma vie finalement, cette idée que les mots sont importants, que lorsqu'on veut exprimer quelque chose, le choix des mots, la place des mots dans une phrase, je dis toujours sujet, verbe, complément. Si vous ne faites pas sujet, verbe, complément, vous n'expliquez pas forcément bien les choses. Je pense que les mots sont importants, les mots
à l'oral, mais aussi les mots à l'écrit, parce que les mots à l'écrit, ça fige quelque chose sur une feuille de papier. Et en fait, je pense que ça vient du fait que c'est vrai que je suis une pure littéraire. À l'école, j'étais très forte en grammaire, j'aimais beaucoup la grammaire, je trouvais ça super, j'étais très forte en dictée. J'ai du mal aujourd'hui, et j'ai toujours eu du mal à accepter les phrases avec des fautes d'orthographe ou avec des fautes d'accord, c'est encore pire. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec des phrases écrites par des personnes non relues, par exemple, des phrases non relues. Et j'ai toujours trouvé que les mots, c'était vraiment un moyen de communication très fort, qu'il fallait soigner, honorer. Et c'est vraiment la base de la relation entre les hommes et les femmes. Et quand vous avez parlé de ce moment où justement vous aviez une envie, une ambition vis-à-vis de cette manière de manipuler les mots à travers l'interprétariat, on dit, ce chemin en fait n'était pas possible. Comment est-ce que vous avez réussi à finalement à embrasser le milieu de la communication via les agences, qui est finalement un univers quand même très différent? Je pense qu'aujourd'hui, je l'analyse, mais à l'époque, je ne l'analysais pas vraiment. Je pense qu'en effet, le fait de vouloir faire de l'interprétariat, c'était une manière effectivement de relier les personnes, mais c'est surtout de trouver, au-delà de la traduction pure et simple d'un mot, une espèce d'interprétation des paroles de la personne A vers un auditoire B. Donc cette idée, je pense que c'était déjà à l'époque de la communication, et je ne le savais pas. Et donc, en fait, l'abandon de cette idée de faire ce métier-là, pour moi, j'ai pas aujourd'hui de souffrance. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu une souffrance à ce moment-là, parce que j'ai eu un conseil très avisé de mon cher papa, qui m'a dit: tu es doué pour le lien entre les personnes, essaye la communication, et puis on verra bien. De toute façon, tu verras bien. Et je pense qu'en fait, c'était ça l'idée de rentrer dans une agence de communication, c'était vraiment de tenter un truc. Mon père savait que j'étais douée pour l'écriture, il savait que j'étais douée pour ces matières-là et douée pour le contact entre les gens. Donc, ça doit faire normalement un bon communicant ou une bonne communicante. Et j'ai plongé, en fait, et ça m'a plu. Je suis restée. Cette séquence-là, c'est une séquence en fait où vous avez à la fois démarré dans le milieu des agences et vous avez aussi cohabité entre le milieu des agences et l'univers politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est joué et ce que vous avez peut-être eu comme enseignement? Déjà, ma rencontre avec le monde politique était une rencontre totalement fortuite. C'était pas un domaine qui m'intéressait particulièrement. Mais chez Deloitte et Associés, dans ma première agence, en fait, l'agence gérait un client qui était le Parti radical. Donc le Parti radical, c'est un tout petit parti situé complètement au centre de l'échiquier politique. Je ne savais pas moi-même, lorsque je suis rentrée dans cette agence et qu'on m'a dit: tu vas t'occuper de ça s'appelait des budgets. J'avais pas la moindre idée de l'endroit où était cet échiquier politique, et à part Edgar Faure, je connaissais pas les personnes qui comptaient dans ce parti politique. Je me suis intéressée à ce domaine-là et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait évidemment plein de choses à faire en termes de communication. Mais comme j'étais totalement nouvelle dans ce domaine, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré évidemment beaucoup de journalistes, puisque je traitais beaucoup de sujets de presse. Et les journalistes m'ont un peu prise sous leur aile en se disant cette pauvre petite, elle a quand même un peu des responsabilités, et ils se rendaient bien compte que j'y connaissais rien. Je pense que c'est là que j'ai vraiment compris les enjeux de ce métier, que j'ai commencé à comprendre combien c'était important, combien la parole était importante. J'ai travaillé avec tous ces journalistes que j'ai toujours dans mon cœur. Aujourd'hui, certains sont décédés, d'autres sont toujours là. Et c'est vrai que je les remercierai jamais assez, en fait, de m'avoir enseigné comment on faisait des relations avec les journalistes. C'est pas banal de l'apprendre d'eux-mêmes, en fait. Et puis, le monde politique, je l'ai toujours côtoyé avec une certaine distance, en fait. Le sujet m'intéressait, mais je me suis jamais sentie l'âme d'une militante. C'est resté pour moi quelque chose que j'avais pas vraiment envie d'approcher de très très près, ou du moins, si je l'ai approché de très près, mais dans lequel je voulais m'investir moi personnellement avec mon cœur et mes tripes. Pour autant, je pense qu'on peut travailler avec le monde politique, sur la politique, tout en étant soi-même distancié par rapport à ça. Et je pense que c'est peut-être même mieux d'ailleurs. Ça permet de garder un esprit un peu critique et un peu extérieur. Peut-être là-dessus, il y a spontanément effectivement peut-être une idée fausse. C'est-à-dire, pour quand même remettre les choses dans le contexte, et puis en plus, dans votre cas, c'est assez fort. À un moment donné, vous êtes
attaché de presse, vous êtes auprès d'un ministre, vous êtes porte-parole, et en fait on peut se dire, mais en fait je porte une parole, la parole est de facto politique, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement on peut réussir à être au cœur du réacteur et être finalement là au service d'un discours et d'un message, sans forcément être engagé comme on l'imagine. En fait, quand on fait de la communication, on est un passeur. Et on n'a pas forcément besoin d'embrasser les idées pour pouvoir les transmettre. Un avocat n'a pas forcément besoin de croire dans l'histoire que lui raconte son client pour le défendre. Il y a cette idée de passage qui fait que, en termes de com, on peut très bien transmettre une idée sans être soi-même profondément impliqué dans cette idée. C'est pas sa propre idée qu'on passe, c'est l'idée de quelqu'un d'autre. Donc, au contraire, moi, je pense que c'est plus facile de comprendre quelqu'un lorsque on n'est pas profondément impliqué dans son histoire. Je pense que cette distance par rapport à l'idée de l'homme ou de la femme politique permet de mieux la traduire, parce qu'en fait, encore une fois, on fait de la traduction, on entend une idée et on la traduit pour qu'une autre personne puisse l'entendre. Donc, au contraire, je pense que c'est plutôt une force. Et là-dessus, est-ce que c'est un enseignement qui s'applique aussi à ce que vous avez vécu dans le monde de l'entreprise? Oui, je pense que ça s'applique d'une manière générale à ce métier de la communication. Okay. C'est moins on l'embrasse, mieux on la défend. Ok. Première idée contre-intuitive de l'épisode. Merci Claire. Ensuite, dans cette séquence-là, donc qui dure une dizaine d'années, vous vous dites, ok, en fait, j'ai besoin de faire autre chose. J'aimerais bien comprendre en fait ce moment-là où vous avez décidé de quitter cette séquence. Comment ça se passe? C'est pour moi le premier moment clé que j'aimerais qu'on aborde. À ce moment-là, je pense que je prends conscience en fait que j'ai appris un métier. Je peux peut-être en faire quelque chose. J'avais fait des allers-retours entre agences de communication et monde politique, par 2 fois auprès d'un ministre. Donc j'avais l'impression d'avoir déjà un bon apprentissage et un bon acquis de la communication, l'écriture, la mise en relation entre les personnes, les propositions un peu stratégiques. Déjà, je commençais à toucher un peu ça. Et donc j'avais l'intuition. Ça a été toujours très fort, l'intuition, pour moi. J'avais l'intuition, en fait, il fallait que je fasse autre chose, que j'aille ailleurs, que je tente autre chose. Et c'est vrai que lorsque je suis sortie de cabinet ministériel, j'avais fait une campagne politique qu'on avait perdue. C'était la campagne d'Édouard Balladur. J'étais très fatiguée par cette campagne, puisque avec la campagne, en fait, je m'étais plongée dans quelque chose dans lequel je voulais pas plonger, c'est-à-dire vraiment le monde militant, le monde des campagnes, qui est un monde très dur. Donc, en fait, je pense aujourd'hui avec le recul que ça m'a permis de vraiment boucler cette boucle totalement et fermer cette porte du politique totalement. En réalité, là, c'est pas vraiment ce qui s'est passé après, mais donc j'avais envie de tester autre chose. Et puis le monde de l'entreprise, de l'industrie, le monde que je qualifierais plus de civil, me tentait, mais de manière assez naturelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait de l'agence et qu'on a fait du cabinet ministériel, quand on fait de la communication? Il y a un moment, il faut aller se frotter au monde de l'entreprise, et c'est ce que j'ai fait. Quand on cherche à travailler dans le monde d'entreprise, le monde d'entreprise est également très large. Il y a les grandes entreprises, il y a les ETI, il y a des TPE, les PME, il y a des boîtes dans le service. Et vous choisissez à ce moment-là l'industrie, le monde des ingénieurs. Je choisis, le mot est peut-être un peu fort. Okay. En fait, j'avais pas d'idée préconçue, même si mon père a toujours été une grande place pour moi dans ma vie professionnelle. Mon père était ingénieur, brillant et centralien. C'était vraiment un peu un des grâles du monde des ingénieurs. Et donc, peut-être que inconsciemment, j'étais poussée vers ce monde de l'industrie. Mais en fait, j'avais pas d'idée préconçue. Je savais que je voulais plus être dans le monde politique, et je savais que j'avais appris suffisamment de choses dans les agences. Je suis tombée un peu par hasard, je dirais, et chez Matra Communication, qui était une des branches créées par Jean-Luc Lagardère, qui était un grand capitaine d'industrie. J'ai avancé dans cette partie-là, mais je pense que c'était plus un hasard qu'un vrai choix de carrière, je dirais. Ok. Et comment vous vivez ces premiers pas dans cet univers qui est totalement nouveau pour vous? J'étais complètement paumée. En fait, je comprenais pas le monde dans lequel j'étais, parce que entre ce que me conseillait mon père,
qui était ingénieur, qui avait fait toute sa carrière dans l'industrie automobile et ce que je vivais au quotidien. Cette position s'est pas faite tout de suite. Oui, j'étais perdue. J'avais tous ces ingénieurs autour de moi. Je savais, enfin, j'arrivais pas à me positionner. Mais je suis restée quand même. Je sais pas. Je pense que j'avais l'intuition que quelque chose allait se passer. Donc, je me suis lancée là-dedans et puis j'ai fait mon métier de communicante du mieux que j'ai pu. Peut-être là-dessus, juste pour bien comprendre, concrètement, ça ressemble à quoi un désalignement entre ce que vous aviez imaginé et ce que vous avez vu sur le terrain? Le monde de l'entreprise, il a ses règles, il a ses rythmes, il a son plan stratégique, il a sa vision à 3, 4, 5 ans, 10 ans. Il a des plans stratégiques tous les ans, il a des plans d'action. C'est finalement un monde très, très carré, avec chaque personne ayant sa responsabilité, son domaine, le directeur industriel, le directeur de la qualité. Je dis directeur et pas directrice, vous l'aurez remarqué. Son ou sa DRH. Enfin, chacun a son précaré, son carré de responsabilité. Et tout ça se met ensemble au service de l'industrie ou de l'entreprise en question. Et en fait, j'avais jamais connu ça. Dans le monde politique, c'est beaucoup plus fantaisiste que ça. Et puis, dans les agences de communication, on a des clients, on bosse pour les clients, mais il y a une espèce de cloisonnement entre chaque client. L'entreprise, c'est un tout, c'est comme un corps avec tous les organes qui battent, enfin, tous les organes qui fonctionnent à l'intérieur. Chacun a son job, mais à la fin, il faut mettre tout ça ensemble pour arriver à donner quelque chose. Et donc, j'ai découvert ça. J'étais paumée parce que j'avais du mal à comprendre telle personne, à quelle responsabilité, elle fait quoi et comment tout ça se met en musique ensemble à la fin de manière cohérente pour donner, finalement, pour sortir. En l'occurrence, Matra Communication, c'était des téléphones sécurisés pour la police. Comment, finalement, grâce à tout ça, on arrive à sortir quelque chose de bien. Et je pense que j'ai peut-être compris à ce moment-là la force du collectif que j'avais pas du tout intuité. Ok. Et là-dessus, au moment où ça commence à devenir clair, quelle est la place du coup de votre fonction dans justement cet orchestre? Moi, j'avais la chance d'avoir un directeur général qui avait beaucoup insisté pour m'embaucher. Je pense qu'il sentait peut-être un potentiel. Donc, j'ai travaillé en direct avec cette personne qui s'appelle Bruno Rambaud. Et Bruno voulait porter cette fonction plus haut que là où elle était. Donc, je suis rentrée. C'était vraiment une fonction support avec sur le thème on vous appelle quand on a besoin de vous en fait. Si on a une annonce à faire et qu'il y a un communiqué de presse à écrire, évidemment on vous appelle. Et je pense que c'était ce Bruno, il avait vraiment cette idée de porter la communication à un niveau plus stratégique, d'accompagnement du développement de l'entreprise, etc. Et sur le temps long, pas simplement d'un point de vue tactique. Exactement, sur le temps long. Et même s'il y avait énormément de tactique, je pense qu'il avait cette vision, en fait, et je suis restée. C'est peut-être aussi parce que c'est ça qui me portait déjà à ce moment-là. L'idée de porter cette fonction à un niveau le plus élevé possible dans l'organisation de l'entreprise. C'est hyper intéressant parce que finalement, votre chance, c'est que la première fois que vous êtes confronté à cet univers au niveau de l'entreprise, vous avez finalement un terrain de jeu où tout de suite vous vous dites « Ok, ce rôle-là, on peut le faire évoluer et le faire avancer vers une position stratégique », ce qui n'était pas un état de fait. C'est-à-dire que vous avez vécu le chemin, d'une certaine manière, dès la première expérience. Oui, j'ai vécu le chemin et j'ai appris des gens que j'ai rencontrés, en fait. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à hisser cette fonction et surtout à comprendre moi-même pourquoi c'était si important de hisser cette fonction au plus haut niveau de l'entreprise. Je pense que pour moi, ça a été un apprentissage. Et qui dit apprentissage dit petits pas et petit à petit. Et j'ai compris, les briques se sont mises ensemble dans ma tête. Mais je crois que c'est ce qui m'a fait rester dans cette entreprise où, encore une fois, c'était une entreprise d'ingénieurs. Je me suis dit, oh là là, non, je veux pas pouvoir travailler avec tous ces ingénieurs autour de moi. Je suis trop différente. Je suis vraiment la littéraire de la bande. Finalement, je suis restée et j'ai passé 18 ans dans ce groupe. Ouais, c'est incroyable. Et c'était extraordinaire. Et là-dessus, sur les premiers enseignements que vous avez eus, au moment où vous avez compris qu'on pouvait faire passer cette fonction au niveau stratégique, c'était quoi un peu les grandes briques? On ne demande pas suffisamment aux gens de la direction de la communication ce qu'ils pensent des décisions stratégiques ou des orientations stratégiques.
Et je pense que ce que j'ai fait, c'est que je faisais partie d'un petit comité de direction à l'échelle de l'unité dans laquelle j'étais, en fait. Et je pense que ça m'intéressait. Ce que je faisais, je pense que je donnais mon avis, en fait. Et donc, j'ai eu très tôt cette habitude de discuter sur des sujets qui étaient plus grands que moi ou plus grands que la connaissance que j'avais à ce moment-là. J'étais encore relativement jeune. Et c'est vrai que je donnais mon avis, je pense que j'apportais ce métier déjà dans les décisions industrielles, des autres domaines. Donc ça, c'est sur votre posture, c'est-à-dire l'idée de décloisonner, de dire, en fait, à un moment donné, quand on arrive dans ces rôles-là, et c'est, je pense, le cas pour d'autres fonctions de codir, c'est-à-dire, en fait, c'est pas le mon périmètre, c'est qu'est-ce qu'on veut faire tous ensemble, et il y a une forme de responsabilité de chaque acteur de ce codir d'aller sur le terrain global, quoi. Moi, je pense que dans un organe de direction, en fait, on a toujours la possibilité de sortir de son propre rôle. C'est tout à fait admis, en fait, qu'on porte la voie de la communication dans d'autres domaines qui sont des domaines de responsabilité des autres membres du comité de direction. Au contraire, c'est bien de le faire. Après, il faut que le directeur général ou la personne qui anime ce comité soit d'accord pour ça. Donc, moi, je pense que c'est là la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des directeurs généraux, en fait, qui ont su entendre que la DIRCOM avait quelque chose à dire sur un domaine qui n'était pas forcément le sien, domaine auquel elle pouvait apporter une expertise communication pour rendre ce domaine plus grand. C'est une première idée importante. Après, la grande question, c'est comment susciter ça chez ces directeurs ou directrices générales. Je ne sais pas si on peut le faire, d'ailleurs. Je pense qu'on peut le faire jusqu'à un certain niveau. Je pense qu'il y a des directeurs généraux ou directrices générales qui ont cette fibre-là et d'autres qui ne l'ont pas. Il faut essayer de travailler avec ceux qui l'ont. C'est quand même beaucoup plus simple. Et ceux qui l'ont pas, je pense que c'est assez compliqué de le développer. Donc, moi, j'ai suivi des gens qui avaient cette fibre-là et qui ont su me donner ma chance, en fait. Oui, donc il y a presque, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est presque un sujet de quand on choisit une organisation ou un rôle, dans sa sorte de qualification du rôle, c'est essayer de qualifier aussi l'état d'esprit du ou de la DG pour voir est-ce que le terrain de jeu, en fait, il est propice à se déployer et déployer son leadership. Oui, après, on n'a pas toujours la capacité et la maturité lorsqu'on prend un job et qu'on rencontre son futur boss. On n'a pas toujours la capacité d'analyser ça. Puis, ça peut durer un quart d'heure, on ne perçoit pas forcément. Mais je pense que lorsqu'on a la chance de rencontrer des grands patrons que moi, je qualifierais un peu d'exceptionnels, c'est formidable. Et en tant que DIRCOM, c'est fondamental, je dirais. Et je pense que si on sent, peut-être un message que je peux faire passer à nos jeunes DIRCOM, si on sent que ça ne marche pas, que le directeur ou la directrice générale n'a pas cette fibre-là d'utiliser la communication comme un levier de développement de son organisation, pour moi, il ne faut pas rester. Oui, c'est très clair. Donc, si on revient à cette séquence que vous vivez au sein de Matra d'abord et ensuite au sein du groupe ADS qui deviendra Airbus, ces fameuses 18 années, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de toutes les réorganisations, etc., parce que c'est très complexe et je pense qu'on va perdre les auditeurs. Peut-être vous, un peu en grande séquence, ça a été quoi les passages que vous avez eu à faire et finalement, comment est-ce que petit à petit, ça vous a positionné sur des rôles de plus en plus stratégiques au niveau de la communication? Donc, sans rentrer dans le détail du développement de ce groupe, qui est un groupe absolument gigantesque, juste deux petites remarques de base sur le groupe ADS. C'est un groupe qui s'est formé par la mise en commun d'un certain nombre d'activités. Des activités françaises, allemandes, espagnoles. Donc, c'est devenu un groupe européen très puissant avec des activités dans l'aéronautique, la défense, le spatial. C'est très court. Et ce groupe ADS, qui est devenu le groupe Airbus, ces grandes et petites transformations ont donné finalement un groupe qui se transforme tout le temps et un groupe qui se transforme tout le temps offre des opportunités évidemment diverses et très nombreuses.
Et moi, en fait, j'ai grandi avec ce groupe. Dans ce groupe, il y avait des choses qui se présentaient à moi, des postes de responsable de com, d'activité, ou des responsables de com d'un pays. J'ai été DIRCOM de la défense pour la France, par exemple. Et moi, j'ai saisi ça parce qu'en fait, j'avais pas peur. J'avais l'impression que de toute façon, je retomberais toujours sur mes pattes. Mon dernier patron d'ailleurs disait, Claire, c'est toujours sa grande maxime, c'est souple sur les pattes arrière. Et en effet, lorsqu'on n'a pas peur comme ça et qu'on se dit, ça va, j'ai quelques petites bases et puis si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et en fait, j'ai eu pas mal d'opportunités qui se sont présentées et j'ai pris. Jusqu'à avoir une équipe à manager. Donc, ça veut dire aussi changer de son logiciel, parce que le management, c'est pour moi quelque chose qui n'était pas naturel. Donc, j'ai appris à manager, j'ai appris à déléguer, à pas faire moi-même, toutes ces choses-là. Donc, j'ai grandi dans le métier de la com et j'ai grandi aussi dans mon leadership. Tout ça en parallèle. Aujourd'hui, je m'en rends compte, même si, encore une fois, sur le moment, je m'en rendais pas compte, mais j'étais en train de devenir vraiment DIRCOM et j'étais en train de devenir vraiment leader. Et là-dessus, il y avait un élément que je voulais aborder avec vous. Dans cette manière de grandir, il y a un moment donné où vous devenez maman. Et je trouve cet épisode vraiment très marquant. Au moment où vous étiez enceinte et au moment où vous êtes revenue, vous avez été promue. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette séquence-là et de ce que vous en avez retenu et peut-être du message que vous avez envie de faire passer là-dessus? J'étais enceinte, j'avais 37 ans, donc j'avais déjà fait beaucoup de choses. Et je me suis dit, comme toutes les femmes, bon voilà, il y avait un avant et puis il va y avoir un après. Et comment va être finalement ta vie professionnelle après? J'avais évidemment imaginé que ça allait être beaucoup moins bien, que j'allais être mise dans la case finalement des femmes qui ont des enfants. Toute petite parenthèse, lorsque je travaillais dans le groupe EADS, il y avait un directeur des ressources humaines allemand qui m'avait dit si tu étais allemande, tu serais considérée comme une mauvaise mère en voulant continuer à travailler. Ouais, une mauvaise mère, ce qui est quand même absolument effrayant. Ils ont même un nom pour ça. Ils appellent ces femmes qui ont des enfants et qui font une carrière, entre guillemets, ils les appellent les Rabenmutter, les femmes corbeaux. Et donc j'avais tous ces trucs-là dans ma tête et mon PDG de l'époque, j'avais déjà un poste de DIRCOM un peu important dans une branche du groupe EADS et ce PDG que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup et que je respectais énormément, qui s'appelle Jacques Payer. Et Jacques Payer m'a dit non, mais partez tranquille et en rentrant, vous serez DIRCOM de plein pouvoir. À un niveau, il y a des hiérarchies dans ces grands groupes et vous serez vice-président. Ce qui était énorme et membre évidemment de son comité exécutif. Un vrai step-up. Un vrai step-up. Et il m'a dit, partez pendant votre congé maternité, j'entends pas parler de vous. Et quand vous rentrez, nomination, vous y êtes. Je me suis dit, t'as une chance incroyable. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Je souffre quand je vois toutes ces jeunes femmes, en fait, qui se disent, mais je pars en congé maternité, j'ai déjà un enfant, je vais avoir mon deuxième enfant, c'est fini pour moi, j'y arriverai pas, j'arriverai pas à gérer toutes mes vies, ça va être très compliqué. Et en fait, je souffre pour elles parce que je pense qu'il y a des solutions, qu'il y a des choix à faire. Il y a le fait d'avoir, évidemment, de prendre plus sur son salaire pour avoir une possibilité de faire garder les enfants. Mais à la fin, c'est moi, Claire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et comment je trouve un équilibre finalement entre ma vie professionnelle, ma vie privée, en étant heureuse partout. Pour les femmes qui veulent faire ça, moi je pense qu'il y a une voie pour trouver un mode d'organisation qui tout simplement rende heureux. En fait, la clé, elle est là aussi, c'est cette idée d'alignement. C'est-à-dire que si on a envie de faire autre chose, chacun est libre de prendre le chemin qu'il veut. Mais à un moment donné, quand on est appelé par cette volonté de faire cohabiter ces deux chemins, même dans des grandes organisations, à des rôles stratégiques, ça existe. Exactement. C'est ça que je voulais qu'on fasse passer comme message. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Même à des rôles stratégiques, même au plus haut niveau d'une entreprise, dans le groupe de plus haut niveau d'une entreprise importante, on peut faire ça et finalement faire en sorte que tout le monde est heureux. Parce qu'après, il y a moi, en tant que femme DIRCOM, il y a aussi mon entourage, il y a le ou les enfants dont on veut préserver bien évidemment l'équilibre et le bonheur. Tout à fait. Et moi, je pense qu'il y a un chemin pour ça. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir des salaires absolument énormes pour y arriver. C'est vraiment qu'est-ce que je fais pour que moi, je m'y retrouve quand même dans tout ça.
Je ne dis pas que le quotidien est toujours très facile. Il y a des moments de tension, il y a des moments où on rentre le soir, les réunions ont été difficiles. On peut avoir une mauvaise humeur, même des souffrances qu'on ramène à la maison. Et il faut savoir les gérer aussi, les gérer avec son conjoint. Et ça, c'est vraiment un équilibre qu'il faut arriver à trouver. Et là-dessus, vous avez parlé de ce que chacun doit déjà ressentir, ne pas s'oublier et penser à soi. Et puis vous avez aussi parlé des autres. Dans votre cas, en fait, ce que je trouve vraiment très beau, c'est qu'il y a un moment, là on fait un gros saut dans le temps, mais au moment où vous décidez de partir de votre dernière fonction, au moment de votre pot de départ, il y a votre fille qui prend la parole. Et du coup, qui est finalement la personne qui a vécu, entre autres, finalement, cet équilibre-là du point de vue de l'enfant. J'aimerais bien que vous me racontiez ce qui s'est passé, parce que pour moi, c'est un très bon moyen de comprendre finalement que c'est pas que vous. En fait, à ce pot de départ, il n'y avait que des gens que j'avais envie d'avoir, déjà. C'était un exercice qui était absolument pas convenu. On a bu un pot dans un café. J'avais dit à mon président, je veux bien faire un pot de départ, même si c'est absolument pas obligatoire, mais je veux bien faire un pot de départ, mais je veux que ce soit à l'extérieur, dans un bar, autour d'une bière et d'une planche de saucisson. Je lui avais aussi dit, je ne veux inviter que... C'est moi qui fais ma liste. Je ne veux inviter que des gens qui ont compté pour moi et je n'inviterai pas, même s'ils sont importants dans l'organisation, des gens avec qui les relations ont été différentes ou éloignées de mon éthique. Donc ça, c'était le deal. Et donc, il y avait dans ce resto, dans ce bar, uniquement des gens qui étaient là pour les bonnes raisons. Et ça, c'était déjà très fort. Et il y avait une énergie qui était absolument, absolument magnifique. Il y avait des gens que j'avais pas vus depuis 20 ans, quelques DIRCOM qui pour moi étaient formidables. Et puis il y avait ma famille. Ma fille, Éléonore, était là. Et c'est vrai qu'il y a eu évidemment le discours du PDG, ma réponse, c'était très drôle et il y avait beaucoup d'émotions, c'était chouette. Et Éléonore a dit, moi j'ai aussi quelque chose à dire. Et elle a commencé à faire un discours qui était absolument incroyable. Et moi j'ai tenu le coup. J'étais sur mon nuage. Parce qu'en fait, elle a dit quelque chose d'exceptionnel. Elle a dit, je n'aurais pas voulu avoir une mère différente. Je t'ai admirée, maman, toute ma vie. Je me souviens, quand avec papa, on venait te chercher à ce qu'elle appelait la gare des avions. Ma mère, si belle, rentrant d'un voyage d'affaires où elle était partie conquérir le monde. Et elle a dit quelque chose qui m'a porté, qui me portera jusqu'au bout. C'est aujourd'hui, tu termines ta vie professionnelle et moi, je démarre la mienne. C'est comme si tu me passais un relais. Je commence avec beaucoup de force parce que j'ai observé ma mère. Et voilà. C'est magnifique. Et c'est faisable. Ouais, c'est magnifique. C'est faisable et c'est la plus belle chose lorsqu'on a un enfant, c'est d'arriver à le projeter finalement sur son propre avenir, lui montrer des choses. Et moi, en l'occurrence, effectivement, je lui ai montré qu'on pouvait être une femme, avoir des responsabilités importantes et pour autant être là pour elle. Exactement, et pas passer à côté. Elle dit d'ailleurs que je suis toujours là pour un bon conseil en fin de soirée. Malgré tout le reste. Malgré tout le reste. Exactement. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la preuve par l'exemple. Voilà. Merci Claire pour ce saut dans le temps, parce que je pense que ici, il a toute sa place. J'aimerais bien qu'on revienne à un autre élément. Vous avez parlé en fait d'un certain nombre de dirigeants qui ont accompagné votre vie professionnelle. Il y a une rencontre particulière qui se produit en 2005. C'est la rencontre avec Hervé Guillou. J'aimerais bien que vous racontiez comment vous êtes rencontrés. Hervé Guillou, il avait été nommé à un poste très très important du groupe EADS, il était devenu directeur des activités de défense et sécurité. Il cherchait à changer de DIRCOM. Il avait entendu parler de moi. Il m'a dit, je voudrais qu'on se rencontre. Et là, bien évidemment, il était entre la France et l'Allemagne. C'était impossible de le voir. Il avait un agenda complètement incroyable. Et donc, je lui ai dit, oui, je serais ravie de vous rencontrer, mais on ne trouve pas de date pour se rencontrer. Et donc, il me dit, écoutez, demain matin, je vais prendre l'avion à Roissy pour partir à Munich. Venez avec moi, comme ça, on va se voir dans la voiture. Et c'est là qu'on a topé, en fait. C'est entre Paris et Orly, on a topé et ensuite, j'ai bossé avec lui pendant très longtemps, 15 ans. Et là-dessus, ça vient
peut-être aussi illustrer ce que vous avez dit tout à l'heure sur le temps court finalement dans lequel une rencontre se produit. En fait, à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de comment ça s'est joué, mais qu'est-ce qui vous, à ce moment-là, vous fait dire OK, j'ai envie de bosser avec cette personne, quoi. En fait, d'abord, je le connaissais de réputation et je savais que c'était quelqu'un qui était un vrai développeur, quelqu'un qui avait une vraie vision long terme. Je savais que c'était quelqu'un d'incroyablement brillant et donc j'avais écouté Les ce qu'on échos, pouvait bien dire sûr. sur lui. Donc je m'étais quand même renseignée sur le personnage. Donc j'avais envie de voir. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai eu un fit en fait. On s'est dit oui, ça va, on va travailler ensemble et voilà. C'est une rencontre. Quelquefois on rencontre des gens et on se dit cette personne-là. J'aimerais faire un bout de chemin, mais ça arrive aussi. Je sais pas, ça m'est arrivé avec des médecins où on est dans le cabinet du médecin et on se dit j'aimerais bien quand même connaître un peu plus sa vie et je suis sûre qu'on pourrait bien s'entendre. Hmm. C'est de cet ordre-là, quoi. C'est Ouais. intuitif en fait. C'est vraiment. Je crois qu'on a eu le fit. On a eu mutuellement envie de bosser ensemble. C'était comme une espèce d'évidence en fait. J'aimerais qu'on fasse une petite pause là-dessus parce que dans ce que vous avez vécu et ce que vous avez comme enseignement sur la posture et la position du DIRCOM, il y a ce binôme qui est très important entre un ou une PDG et un DIRCOM ou une DIRCOM. Et là, donc, c'est une des rencontres et un des binômes qui va être clé dans votre vie professionnelle. Donc, il y a cette fameuse intuition, il y a ce fit, et ensuite, il y a le binôme à l'épreuve du réel, quoi. En fait, je me rends compte à ce moment-là que la relation entre le DIRCOM et son DG ou PDG repose quasi exclusivement sur la relation entre ces deux personnages-là et combien la confiance est importante entre ces deux personnages-là. C'est-à-dire, on se dit les choses. Avec Hervé, c'était quelquefois un peu rugueux. Hervé, c'est quelqu'un qui dit jamais c'est bien. Il dit au mieux not completely useless. Son truc le plus important, c'était not too bad. Et donc, je comprends à ce moment-là combien cette relation de binôme est fondamentale et combien c'est important de se parler tout le temps. Et Hervé, il est vraiment comme ça. Il avait voulu, on avait déménagé à un moment, il avait voulu que mon bureau soit pas trop loin du sien. On se voyait dans les couloirs, on échangeait en permanence. Et cette proximité, en fait, est absolument fondamentale dans ce job de DIRCOM. C'est pour ça que je dis, si cette proximité n'existe pas, il faut partir et chercher autre chose. C'est vraiment ce que je comprends. Et avec Hervé, en fait, je me développe en tant que DIRCOM parce qu'il me fait confiance, il m'emmène loin dans des décisions, il me dit, voilà, il faut qu'on aille là, débrouille-toi pour y aller. Moi, ça me sort complètement de ma zone de confort. Mais c'est aussi là que je comprends la complexité de ce job, mais aussi ma capacité à le faire. C'est-à-dire, je m'étonne moi-même à lui proposer des trucs qui sont complexes. C'est encore, avec Hervé, une nouvelle étape de l'apprentissage. Génial. Alors là, on va faire un petit pas de côté. Je vous propose Claire. Jusque-là, ça avance de manière très fluide dans votre vie professionnelle. Vous prenez des responsabilités, vous avez aussi des rencontres clés qui débouchent sur des éléments féconds. Et puis, il y a ce moment où vous avez une opportunité d'expatriation. Donc là, on est en 2011. Je voulais vraiment qu'on fasse une pause sur ce moment-là de votre vie professionnelle parce qu'il est extrêmement riche. Moi, il m'a bouleversé. Et honnêtement, j'ai changé d'avis quand on en a parlé sur la posture et la vision que j'avais de ce qui pouvait se produire dans des moments comme ça. Je veux bien que vous nous expliquiez donc, cette expatriation, qu'est-ce qui l'amène, comment ça se passe. En fait, c'est une opportunité qui se présente. C'était pas du tout dans mon plan de carrière. De toute façon, ce mot plan de carrière, ça n'évoque pas grand-chose chez moi, ou du moins rapporté à ma propre expérience, c'est quelque chose qui n'a pas grand sens. Mais encore une fois, par des rencontres, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis. Et c'était aussi un pas de côté dans la communication. L'idée, c'était peut-être d'explorer quelque chose d'autre que la communication, même si j'avais pas le sentiment d'en avoir fait le tour. Et donc, j'avais rencontré ce monsieur, Dave Oliver. Et Dave était le numéro 2 de ADS aux États-Unis, qui avait une branche américaine, qui fabriquait des hélicoptères aux États-Unis et puis qui avait eu un gros contrat pour faire des avions ravitailleurs. Et donc, c'était un peu
Promised Land. Et donc, moi, j'adorais les États-Unis. J'y avais déjà vécu 1 an. J'ai des amis très chers là-bas. Et il cherchait quelqu'un pour être son chief of staff ou chef de projet. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et il m'a dit, viens, on va voir. Et puis, éventuellement, mon idée, c'est de te confier soit une petite filiale, une petite entreprise dont tu deviendrais directrice générale. Donc, je me suis dit, waouh, quand même, je suis DIRCOM, c'est quand même juste incroyable. Ouais, On va essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Encore une fois, je retomberai sur mes pieds, souple sur les pattes arrière. C'est ça. Je rentre à la maison un soir et je dis à Fabrice, mon mari, voilà, on me propose de m'expatrier aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est une famille recomposée. Il me dit, si on arrive à partir tous ensemble, on y va. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est partis en famille là-bas et c'était notre épopée. Ouais. C'était une épopée, c'était une aventure absolument incroyable. Donc, je suis partie. Nous sommes partis. Ça a été 2 années là-bas aux États-Unis qui ont été à la fois passionnantes en termes de vie et au niveau professionnel très différentes, puisque 2 mois après mon arrivée à Washington, en fait, Dave, mon mentor, en fait, s'est fait virer. Et donc, je me suis retrouvée comme au bord d'une piscine, à devoir plonger sans savoir nager. J'étais plus dans ma zone de confort, j'étais plus DIRCOM, j'étais dans un job beaucoup plus politique, je dirais. Dans les affaires publiques, en fait. Dans les affaires publiques, et en ayant perdu mon patron. Et donc, je me suis repositionnée, j'ai fait des affaires publiques là-bas, j'ai travaillé un peu sur le lien transatlantique entre la France et les États-Unis. Au bout de 2 ans, en fait, on m'a réimpatriée, je crois qu'on dit ça. J'avais fait mon temps aux États-Unis. C'était une expérience absolument incroyable, parce que c'était un pays incroyable. Je voulais qu'on aborde ce sujet parce qu'il y a eu plusieurs choses là-dedans. Il y a ce fameux pas de côté qui finalement, vous aurez peut-être dans un autre monde mené vers d'autres fonctions. Et bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça aurait pu. Et aussi, donc, finalement, cet attachement au rôle de DIRCOM, vous étiez capable de vous en détacher, en fait. En tout cas, vous étiez prête à le faire. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était finalement un scénario qui ne s'est pas produit comme prévu, et puis la gestion du retour. Parce que dans cette gestion du retour, finalement, vous arrivez sur un rôle, je reprends vos mots quand on a préparé, vous m'avez dit, c'était, je vous les guillemets, une mise au placard. Et quand on connaît après la suite de l'histoire, on voit bien que, en fait, ça ne vous a pas empêché d'arriver là où vous êtes arrivé. Donc moi, j'ai envie qu'on parle de ça, parce qu'en fait, c'est plein d'espoir. En fait, le premier enseignement, quand même, c'est que j'ai jamais eu peur de changer. Je me suis toujours dit, ça c'est une confiance en moi que j'ai probablement assez fortement. Je me suis dit, là encore, vas-y, on te le propose, essaye et tu verras bien. Et ça, je pense que c'est une force dans la vie professionnelle de se dire, je plonge et on verra. Et si ça se passe mal, c'est pas la fin du monde. J'ai jamais eu peur, en fait, du placard qui m'est arrivé quand même, mais j'en avais pas peur. C'était peut-être une forme d'inconscience. Mais c'est vrai que je n'avais pas du tout envisagé le retour. C'était l'aventure. Et donc, lorsque il a été question que je revienne, j'ai demandé à mon employeur, je fais quoi? Et là, ça a été un vide sidéral. Je n'avais plus de job, en fait. Puisque c'est vrai que lorsqu'on part en expatriation, et je pense que beaucoup d'expatriés soit connaissent ça, soit ont prévu la chose avant de partir. Mais c'est vrai que forcément, l'entreprise, lorsqu'elle a plus son employé, le remplace ou réorganise ou fait les choses différemment. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, je suis revenue et bien évidemment, on ne m'avait pas attendu. Le groupe s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, j'ai été mise dans un job, il n'y avait plus de place à la communication, il y avait rien pour moi. Et donc, ils m'ont proposé un job dans les affaires publiques. Et en fait, les affaires publiques, ça m'intéressait pas. Il n'y avait pas suffisamment d'actions tangibles. Peut-être c'était dans un temps les actions des affaires publiques sont placées dans un temps toujours très long. Donc, je suis revenue et j'ai travaillé pour les affaires publiques, mais en réalité, j'avais pas grand-chose à faire. J'étais au placard et c'était dur. C'était vraiment dur. Très, très dur, je dirais. Le placard, c'est la négation de tout ce qu'on sait faire et de tout ce qu'on a fait par le passé. C'est une espèce d'arrêt sur image où on se pose plein de questions, où psychologiquement, c'est très difficile. Et surtout, c'est très difficile de se projeter sur la suite. Ce que je pense, c'est qu'il
il faut y rester le moins longtemps possible, quitte à faire un pas de côté, faire autre chose dans sa vie, mais ne pas accepter le placard, parce que le placard, c'est pas forcément lié à ses propres erreurs ou sa propre incapacité de faire quelque chose. C'est aussi la personne au mauvais moment, la conjoncture qui fait que, voilà, je rentre d'expatriation. À ce moment-là, il n'y a pas de job qui pourrait me convenir. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la met dans un placard. C'est déjà pas mal parce qu'on continue à la payer quand même. Il faut accepter le fait que se retrouver finalement un peu comme ça dans une situation que quelqu'un pourrait voir comme une situation d'échec, en fait, c'est pas ça. C'est une conjonction de faits qui font qu'on se retrouve dans cette posture-là. Moi, j'y suis restée 1 an quand même. Et c'est très, très mauvais. C'est très mauvais. Il faut pas rester dans son placard. Et il faut surtout pas ruminer le fait que c'est injuste. Exactement. Voilà. Ouais. C'est comme ça. C'est lié au fait que j'ai accepté cette expatriation. Je suis revenue. Voilà. Je reviens riche de cette expatriation. Et donc, ce placard, finalement, n'a pas réussi à me tirer vers le bas et j'ai réussi à rebondir derrière. Je trouve que c'est hyper important ce message parce que au fond, il y a aussi avec quelle énergie je suis pour pouvoir préparer la suite. Et le risque de ce type de moment, c'est qu'en fait, on s'éteint, du coup, à petit feu. Exactement. Et là, en fait, d'une certaine manière, vous avez eu, je ne sais pas si c'est une intuition, en tout cas une force en vous pour se dire à un moment donné, il faut que je me mette dans la bonne disposition. Et bon, très souvent, quand même, quand on se met dans la bonne disposition, il peut se passer des choses, quoi. Oui, et puis encore une fois, moi j'ai eu énormément de chance. Pendant tout ce temps, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis surtout, je crois que j'ai toujours gardé le lien avec des gens. On me dit femme de réseau. Je ne sais pas si je suis si femme de réseau que ça, mais c'est vrai que je garde le lien avec les gens que je croise beaucoup. J'ai une amie qui dit que je suis un social butterfly, ce qui est un peu rude quand même, mais c'est vrai que j'avais gardé beaucoup de contacts et donc j'ai continué à voir beaucoup de monde. Et puis, ce qui m'a permis finalement de rester à flot, tel le sous-marin qui remonte à la surface. Là, ça a été incroyable, c'est-à-dire que Hervé Guilloux lui-même avait été remercié de ADS et du groupe Airbus et il est devenu PDG de ce groupe du naval de défense qui s'appelait à l'époque DCNS. Il est nommé et il m'appelle. C'est génial. Là, on va rentrer dans une partie de l'épopée qui est d'une densité folle. Prenez votre respiration. On boit un peu d'eau. On plonge. Avec Jafar, on boit un peu d'eau. C'est ça, je vais faire. Voilà, le message est passé. Donc là, on est en 2015. Donc Hervé Guilloux vous appelle. Il est PDG donc, de DCNS qui devient Dara Naval Group. On en parlait. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment ça se passe en fait, cette nouvelle connexion? Parce que c'est un moment clé pour aussi ces messages passés au DIRCOM, de bien réussir ces moments-là en fait où on se repositionne sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Déjà, je connaissais bien Hervé pour avoir travaillé toutes ces années avec lui et donc la perspective de recommencer à travailler avec lui était très enthousiasmante pour moi. Et puis, il me proposait un job qui était un vrai, pour le coup, un vrai job de DIRCOM, c'est-à-dire numéro 1 de la com d'un grand groupe de défense français. Même si je me suis jamais dit, il faut que tu deviennes une grande DIRCOM d'un grand groupe, c'est comme ça que tu auras réussi ta vie. Je m'étais jamais dit ça, mais quand il m'appelle, je me dis, quand même, je vais pouvoir faire des choses. Parce que je vais avoir les pleins pouvoirs de la com avec un PDG très orienté vers cette matière. Donc, je me rends compte à ce moment-là la chance que j'ai, en fait, que Hervé Guilloux m'appelle pour diriger la communication. Donc, il se passe 2 choses. Il me dit, j'ai des très grosses ambitions pour ce groupe et ça va tanguer, ça va bouger, je vais faire changer les choses. Ça va pas être facile. La communication va être importante parce que j'ai besoin que tu m'accompagnes dans ces choix, qu'on soit au plus près pour les préparer, les expliquer, les faire accepter par les différentes parties prenantes. Il faut savoir que ce groupe-là est un groupe qui était une société anonyme avec 65% de capitaux publics, donc avec beaucoup de parties prenantes dans le monde étatique en réalité et industriel. Et donc, il me dit, j'ai des grandes ambitions, on va faire des choses, j'ai besoin de toi. Il crée un enthousiasme incroyable chez moi, peur aussi, parce que je me disais, oh là là,
est-ce que je vais vraiment y arriver? J'ai toujours cette petite voix en moi et que les femmes cultivent particulièrement de l'imposteur. Est-ce que je vais réussir à faire ce qu'ils me demandent de faire? Bon, j'y vais quand même. Et puis la deuxième chose, c'est que je lui dis OK, d'accord, mais l'organisation qui est en place aujourd'hui chez DCNS, pour moi, elle ne va pas me permettre de faire ce que tu me demandes de faire. Je veux au minimum faire une réforme de la direction de la communication dès que j'arrive. Donc, c'est sur ce postulat-là, en fait, qu'on démarre. Ouais, c'est génial. Je trouve que c'est hyper important de faire une pause là-dessus parce que, en fait, à un moment donné, vous auriez pu dire, bon, le job est intéressant, etc., j'y vais, je suis. Là, vous avez tout de suite montré où est-ce que vous avez envie de vous positionner. Et finalement, c'est ça, mais pour le faire, il faut le faire comme ça. Donc, tout de suite, discussion stratégique. En fait, j'étais pas membre du comité exécutif lorsqu'il m'a fait venir. Il y avait eu des passages un peu houleux avec la direction de la communication d'avant, des erreurs qui, à ses yeux, avaient été faites, moi, je ne commente pas parce que ça n'est pas mon histoire. Mais il y avait cette confiance quand même à créer sur le positionnement de cette fonction communication à l'intérieur de cette entreprise. Donc, il fallait quand même que je remonte cette pente et que je lui montre qu'on allait réussir à faire des choses. C'est pour ça que l'organisation de l'équipe était si importante. La manière dont c'était organisé, c'était une organisation très localisée. En fait, il y avait des dirigeants au niveau de plein de sites différents en France. Et du coup, la communication, en fait, elle était un peu éclatée. La communication, elle fonctionnait en filière, en fait. D'ailleurs, ça s'appelait la filière communication, ça ne s'appelait pas la direction de la communication. C'est dû, en fait, à l'histoire des CNS, qui est devenue Naval Group, mais on en reparlera. C'est, juste en 2 mots, c'est l'entreprise française qui conçoit, fabrique et entretient les bateaux de la marine nationale, française, et aussi de marine aussi étrangère. Et donc, les bateaux de la marine nationale, c'est à la fois des bâtiments de surface, c'est-à-dire des corvettes, des frégates et le porte-avions, par exemple, mais aussi des bateaux, des sous-marins. Donc, en fait, cette entreprise, qui a 400 ans, qui a été créée par Colbert, c'est une entreprise extrêmement ancienne, et elle était éclatée sur le territoire. Elle l'est toujours éclatée sur le territoire français. Parce que pour faire des bateaux, il faut être proche de la mer. Pour faire des canons, parce qu'on faisait des canons il y a 200 ans, il faut être proche d'une rivière avec des conditions particulières. Bref, c'est une entreprise qui est extrêmement éclatée. On fabrique les sous-marins à Cherbourg, on fabrique les frégates à Lorient, on entretient ces bateaux à Toulon. Voilà, je pense que vos auditeurs auront peut-être une petite idée de l'endroit où doit se mettre un chantier naval. Et donc, en fait, il y avait des emprises très, très fortes, régionales, avec des équipes de direction dans chacune de ces implantations, en fait. Et donc, le patron à Cherbourg avait l'ensemble des fonctions autour de lui, les patrons industriels, mais aussi ressources humaines, etc., juridiques et ça. Oui, c'est des boîtes dans la boîte. Et c'était des boîtes dans la boîte et avait son responsable de communication parce que c'était une fonction qu'un directeur local devait avoir. Donc, en fait, il y avait autant de direction de la communication que d'implantation. Et chacun vivait sa vie avec son patron, des patrons qui étaient extrêmement puissants. C'était des barons locaux très puissants. Donc moi, j'avais demandé à Hervé Guillou de changer ça, d'avoir dans une même direction de la communication, d'abandonner l'idée d'une filière et d'avoir au sein d'une direction de la communication tous les communicants avec un seul chef finalement qui serait le DIRCOM. Donc c'est un peu un changement du sens de la matrice, hein. C'est-à-dire mon patron c'est le DIRCOM et puis mon business partner c'est le patron du site. Et donc on a fait cette réforme. Il faut savoir qu'à l'époque il y avait quand même 50 personnes dans cette direction. Et puis des habitudes qui avaient été prises de longue date. Et donc ça a été mon premier chantier en fait. Avant de tout démarrer, ça a été mon premier chantier et Hervé avait lancé déjà les choses, l'avait déjà annoncé avant que j'arrive, ce qui m'a quand même aidé. Ok, mais c'est effectivement un sacré chantier pour positionner votre action et créer aussi les conditions. Parce qu'en fait, dans ces jobs-là, ce que je comprends aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut créer les conditions pour pouvoir ensuite exécuter le plan. Exactement, et c'est vrai que compte tenu de ses ambitions, à la fois en termes de développement de l'entreprise, développement à l'international, des ambitions qui étaient très, très, très fortes,
Pour moi, je ne pouvais pas l'accompagner si j'avais autant de messages portés que de responsables de communication. Pour moi, c'était impossible d'arriver à construire une image, à raconter une histoire, si tout le monde ne racontait pas cette même histoire. Donc j'étais d'accord pour être chef d'orchestre, j'étais d'accord pour qu'il y ait plusieurs instruments, mais je n'étais pas d'accord pour que tous les violons soient dirigés par un chef violoniste et que tous les cuivres soient dirigés par un chef cuivre. Et donc je considérais qu'il fallait que j'ai la main sur ce métier en fait, et que les communicants chantent tous la même chanson ou jouent tous la même musique. Et ça, Hervé l'avait parfaitement compris et il m'a accordé en fait le droit de faire cette réforme. Et je pense que ça a tout changé au départ. Mais c'est ça, parce qu'en fait là, on va parler d'un très grand moment qui est cette fameuse transition de DCNS à Naval Group. Et on voit bien que, en fait, pour mener des chantiers de cette ampleur, là, en fait, vous avez créé les conditions, en tout cas une partie des conditions, pour être en capacité de pouvoir porter ce type de transformation profonde. Ça, c'est le moment clé, je pense, de votre vie professionnelle. C'est le rêve du DIRCOM. Donc j'ai envie qu'on parle du rêve du DIRCOM. Le rêve du DIRCOM, en fait, c'est de partir d'une page blanche, déjà, pour faire quelque chose. Quand on avait eu cette discussion, quand on a démarré ensemble avec Hervé, et que j'avais demandé ça, il avait dans l'idée, en fait, potentiellement de changer le nom de l'entreprise. Et il m'avait dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance tout de suite ce chantier? Je lui avais dit, je ne peux pas lancer ce chantier tant que je n'ai pas l'organisation qui va me permettre de le faire. Et je pense que j'avais cette maturité à ce moment-là de voir quelle était l'organisation qui allait fonctionner et quelle était l'organisation qui n'allait pas fonctionner. Ça, c'est une maturité, en fait. Dans ce métier de la communication comme ailleurs, c'est important de savoir comment on va pouvoir s'entourer, puisque bien évidemment, on ne fait jamais les choses seuls. Et donc, les grandes choses et les grandes épopées, c'est des équipes, c'est des histoires d'équipes. Donc déjà, il fallait mettre le truc au carré. Ensuite, le premier grand chantier, en effet, je ne parle pas du quotidien du DIRCOM, les annonces, les trucs, les baptêmes des bateaux, tout ce qu'on fait dans le quotidien, mais le premier vrai grand chantier, c'était effectivement travailler sur l'identité du groupe, parce qu'on était d'accord tous les deux sur le fait que DCNS, qui voulait dire Direction des chantiers navals et de ses services, ne voulait pas dire grand-chose et ne portait surtout pas l'immensité de ce groupe et les compétences de ce groupe au-delà d'un certain cercle de gens qui connaissaient. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance le truc? Et surtout, il m'a posé la question, est-ce qu'il faut qu'on change de nom? Et là, moi, je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas et il faut regarder. Je n'avais pas d'idée toute faite là-dessus, même si, lorsque j'avais rejoint le groupe, j'avais reçu beaucoup de remarques sur le thème. Claire, qu'est-ce que tu vas faire dans ce truc poussiéreux? C'est pas pour toi. Et en fait, j'ai lancé le projet qui a duré 18 mois. C'est pour ça que je dis que c'est le rêve de DIRCOM, un rêve de DIRCOM de partir d'une page blanche, parce que c'était vraiment ça. On a travaillé dans le plus grand secret. Lorsqu'on en parlait au COMEX, on ne le mettait pas dans le PV. Donc le secret, ça a quand même vraiment été de la discrétion et le fait de travailler au fond avec un tout petit groupe de personnes avec moi pour savoir oui, non, si à la fois l'entreprise mais aussi ses parties prenantes externes étaient mûres pour le faire. Donc toute une partie étude, comment ça va être perçu, etc. C'est vraiment s'attaquer quand même à un fleuron de l'industrie, un truc historique. S'attaquer à l'identité, c'est pas rien. Et donc, on est parti avec un tout petit groupe, on était 2 ou 3, à la direction de la communication. Le reste de l'équipe ne savait pas. Donc, on a lancé des leurres pour expliquer pourquoi de temps en temps, on travaillait sur des trucs un peu en solo. Et on a abouti en 18 mois à ce nom et cette identité, cette marque même. C'est la première fois que cette entreprise avait vraiment une marque qui était Naval Group. Sur cet épisode-là de préparation, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, entre cette nécessité d'être extrêmement discret, tactique, avec un petit groupe, et en même temps, ce besoin d'avoir de la data, de savoir ce qui se passe, de faire des études. C'est un équilibre tellement compliqué à tenir. En fait, dans le monde de la défense, on a l'habitude de travailler dans le secret. Donc ça, déjà, c'est culturellement,
c'est pas si compliqué que ça de faire comprendre qu'on va travailler dans le secret. Donc, et dans le monde de la défense, on travaille très souvent dans un format qui s'appelle NDA, Non-Disclosure Agreement. Les informations qu'on perçoit, on s'engage par écrit à ne pas les divulguer. Donc déjà, je pense que quand on travaille dans le monde de la défense, on sait que c'est possible de travailler dans le secret. C'était pas si compliqué. Les gens qui travaillaient avec moi dans ce domaine avaient bien conscience de ça et c'était presque un honneur pour eux de travailler sur un sujet aussi stratégique en fait. C'est tellement stratégique pour l'entreprise que la moindre fuite pouvait faire capoter le truc parce que trouver des gens qui ne voulaient pas que l'identité de ce groupe change, il y en avait à foison. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais tout le monde a son avis sur la question, bien évidemment. C'est facile de commenter. C'est facile de commenter, c'est facile de dire non, c'est un fleuron de l'industrie, c'est son nom historique, et puis il faut pas toucher. Enfin, donc ça a été le plus gros challenge, mais on sait à quel point les fuites sont faciles. Et donc on avait parfaitement conscience que cette fuite-là, il fallait pas qu'elle existe. Et les journalistes après m'ont dit très fort. On va dire, c'est quand même un cas rarissime. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup des changements de nom aussi marquants dans l'histoire contemporaine, en tout cas. On a vraiment travaillé sur qu'est-ce qu'on veut, à quoi va se servir ce nom-là. Ce nom-là, ça va nous permettre de vraiment prendre la main sur le domaine du naval au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on fait pour que cette entreprise française, en fait, soit le fleuron mondial ou un des fleurons mondiaux du naval. Donc, le nom devait porter ça. Donc, ce développement à l'international, cette image finalement globale. Ce nom doit protéger notre réputation. Ce nom doit nous permettre d'aller chercher les meilleurs talents et d'être en compétition avec des grands groupes industriels comme Airbus, Thales, tous ces grands groupes dont rêvent tous les étudiants, les ingénieurs, les techniciens, ils rêvent tous d'aller travailler dans ces grands groupes. Comment on se met en compétition par rapport à ces gens-là et que les étudiants, lorsqu'ils ont 2 offres, choisissent de venir chez nous quand on a vraiment envie qu'ils viennent. Et donc, ce nom devait porter tout ça. Donc, il y avait une ambition absolument énorme dans ce changement et dans cette création de marque. Ça a été un travail très profond, c'est-à-dire c'est tout sauf superficiel, en fait, le changement d'un nom pour moi. Et on a prouvé, en fait, à quel point une nouvelle identité, un nouveau nom, une marque forte permettait de faire des choses énormes en termes de développement de l'entreprise. Et puis aussi compte tenu de l'histoire finalement de l'entreprise par rapport à aussi son rapport, sa transformation vers la position d'un industriel, bien qu'avec un actionnariat en partie étatique, il y avait quand même cette dimension de se positionner, on est des industriels, on est dans le monde de la compétition mondiale et oui. on est... Oui, et donc on a décidé finalement de se positionner de manière très fière comme dans le monde du naval. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le mot naval. Donc ça paraissait complètement évident. Après, quand on en parle après, on se dit ça paraissait complètement évident, mais ça ne l'était pas vraiment parce que mettre la main comme ça sur un mot, c'est pas facile. Il y a les problèmes de dépôt de marque, etc. Les choses ne sont pas toujours évidentes. Mais en fait, là où on a, je pense, bien fait, c'est qu'on a à la fois pris la main sur ce monde du naval et on a rajouté groupe sans eux pour montrer en fait qu'on n'était pas uniquement un fleuron français, mais qu'on était un groupe aussi international. Alors là, évidemment, il y a eu beaucoup d'esprits chagrins qui ont trouvé que quand même c'était un peu gonflé de ne pas mettre le mot en français. Mais ça affichait clairement notre volonté d'être plus fort à l'international et le groupe avait besoin de ces contrats à l'international parce que c'est une industrie de temps long, donc comme on met 10 ans à construire un bateau, il faut en avoir plusieurs. Exactement, il faut remplir le carnet de commande. Remplir le carnet de commande et surtout maintenir les compétences, continuer à avoir des gens qui savent faire les bateaux. Ouais, ça c'est clé effectivement. Donc là c'est l'aventure de l'organisation que vous portez parce que vous êtes aux manettes avec Hervé Guilloux. Avec Hervé Guilloux, mais avec son comité exécutif. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait bien compris tous les deux que si le comité exécutif n'adhérait pas à ce changement de nom, on n'y arriverait pas. Parce qu'on pouvait pas avoir la guerre en interne. En fait, on avait besoin d'être complètement alignés. Donc en fait, une de mes tâches très tôt en fait dans ce travail de 18 mois, c'était de faire adhérer le comité exécutif, de les embarquer finalement dans cette idée de changement et à toutes les étapes de les avoir avec moi en évitant
aussi, encore une fois, qui me parle. Et question là-dessus, vous étiez déjà une de leurs pairs? Vous étiez déjà membre à ce moment-là du COMEX ou Non, pas? Très intéressant. pas encore. Mais je pense que Très ça a intéressant. contribué. Ça n'a pas été la seule chose, mais je pense que ça a contribué, certainement. Mais c'est pas arrivé tout de suite. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle de ce moment-là. Justement, ça se produit à quel moment? Parce que là, on a parlé du rêve du DIRCOM. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va rester. Vous avez contribué à faire ça et en fait, ça va rester. Et à un moment donné, il y a comment positionner aussi le DIRCOM finalement le plus haut dans l'organisation, donc au niveau du comité exécutif, sachant que pour les auditeurs qui connaissent pas cet univers, c'est pas automatique, c'est-à-dire il n'y a pas des rôles qui sont dans le COMEX, d'autres qui ne le sont pas. En fait, il peut y avoir un DRH dedans, ou un DIRCOM dedans, ou pas dedans, etc. Et votre cas? Mon cas, c'était que je pense que j'avais besoin de prouver, en fait, à mon PDG que le rôle du DIRCOM était un rôle de direction générale. Et c'était pas évident au début. Je pense que j'ai eu besoin de lui montrer que si le DIRCOM n'était pas au COMEX, en fait, le DIRCOM n'entend pas la petite musique de l'organisation de l'entreprise. Il ou elle ne sait pas dans quelle direction la direction générale veut emmener l'entreprise. Elle ne comprend pas les enjeux, les problèmes. Donc ça, c'est une chose, une espèce de compréhension de la petite musique de l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est le contact avec ses pairs. C'est-à-dire qu'on en fait partie ou on n'en fait pas partie. Et quand on n'en fait pas partie, il y a une espèce de relation un peu, je dirais pas maître-esclave, mais presque, entre le membre du COMEX et le DIRCOM. Le membre du COMEX considère forcément le DIRCOM un peu comme son sous-traitant. Et donc, le DIRCOM qui est au COMEX, en fait, est un membre de cette équipe et ses pairs ne le voient pas de la même manière et n'interagissent pas de la même manière. Parce qu'il a deux mandats, en fait. Il a son rôle opérationnel et le mandat d'être membre du comité exécutif. Exactement. Avec une mission dédiée à ce mandat-là. Et le mandat, en tant que membre du comité exécutif, c'est de co-développer l'entreprise avec les autres membres. En fait, chacun a son propre domaine d'activité, mais le tout, c'est ce que je disais peut-être un peu au début, c'est que le tout, c'est ce beau puzzle, en fait, est l'organe de direction. Et je pense, au fond de moi-même, très, très profondément, que le DIRCOM, qui n'est pas au COMEX, est un DIRCOM subalterne. Et le DIRCOM subalterne ne fait que ce qu'on lui demande de faire, n'est pas en capacité de proposer et n'est pas dans la bande des dirigeants, en fait. Et on est un bon DIRCOM lorsqu'on a la capacité, en fait, d'apporter sa touche dans la direction générale de l'entreprise. Donc en fait ce chemin-là, donc on le voit parce que d'ailleurs quand vous racontez le moment où vous arrivez, faut redorer l'image de la fonction au départ. Il y a certainement, il y a l'opérationnel évidemment, il y a ce chantier titanesque avec le changement de marque, il y a certainement d'autres sujets aussi. Et donc là vous avez réussi à positionner la fonction, c'est acceptable et du coup vous arrivez en fait à dire cette fonction on doit la positionner ici. En fait, c'est une évolution et c'est pour ça que je pense que il y a beaucoup de gens qui devraient faire cette évolution-là. C'est-à-dire que c'est comme si on gagnait des galons et les militaires, ça leur parle. Donc, ça me parle un peu. Et donc, j'ai accroché des galons comme ça, les uns après les autres. Alors, il y a eu effectivement le changement de nom. Ça n'a pas suffi quand même pour me faire rentrer au COMEX. Et puis après, il y a eu des gestions de crise majeures. Il y a eu la gestion de la crise du Covid et puis une très grosse crise autour des sous-marins australiens. Mais en fait, cette combinaison entre vraiment des galons vraiment gagnés en ayant des actions fortes et visibles. Hein. Et puis, il y a aussi le quotidien. Hein. Il y a plein de trucs au quotidien qui font qu'il y a plein de petits pas aussi au quotidien. Il faut être irréprochable sur le métier. Il faut être irréprochable sur le métier. Il faut avoir des grandes ambitions, je crois, et montrer qu'on est capable de pousser des décisions stratégiques, à la fois d'accompagner des décisions stratégiques de l'entreprise, mais aussi d'avoir ses propres propositions pour inscrire les actions de communication dans le développement de l'entreprise. Je pense que toutes ces petites preuves, en fait, plus un certain leadership, parce que être dans un COMEX, si on n'a pas le leadership qui va et qui permet de vivre dans un monde de leaders, de chefs, je pense que cette combinaison, en fait, il faut cette combinaison pour que ça fonctionne. La compétence métier, mais aussi la posture et le leadership personnel, en fait. Très clair. Ça me donne envie d'ouvrir ce chapitre. Donc il y a ces fameuses crises qui sont, donc ce que je comprends bien,
finalement avant ce passage au comité exécutif. Il y a la première qui, pour moi, est très parlante, qui est la crise du Covid. Bon, je pense que tous nos auditeurs ont conscience des enjeux. Il y a aussi un enjeu très fort de communication interne dans des moments comme ça, qui sont du coup dans votre périmètre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe à ce moment-là et peut-être quels sont les, je sais pas si c'est secret de sauce ou les idées que vous avez proposées pour passer ces étapes? Juste un petit mot sur le contexte. C'est donc 2020, chez Naval Group. On a à ce moment-là un changement de gouvernance. Hervé Guilloux s'en va, atteint par la limite d'âge, et arrive un nouveau PDG qui s'appelle Pierre-Éric Pommelet, qui est un industriel et qui arrive en plein Covid. Donc en fait, il y avait à la fois, pour moi, le job d'organiser la passation Bien en sûr. termes de com, donc accueillir un nouveau PDG, comprendre comment il fonctionne, le rendre visible, parce qu'évidemment, la presse est très intéressée par tout ça, Bien sûr. exprimer ses ambitions, etc. Donc il y avait à la fois l'arrivée d'un PDG en plein démarrage du Covid. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Et puis après, il y avait la gestion de cette crise dans une entreprise absolument singulière qui vend et surtout qui entretient les bateaux de la marine. Et il faut savoir que le Covid n'empêchait pas les bateaux de naviguer. Le Covid n'empêchait pas la France d'avoir cette place dans le monde et de devoir se protéger avec ses bateaux sur les mers. Donc en fait, c'était une entreprise qui continue à fonctionner. Donc, il n'a pas été question juste de dire, les gens vont travailler chez eux, ils vont faire du télétravail, et puis on les appellera quand tout ira mieux. Donc, il y avait cette espèce de continuité d'activité, continuité de service envers l'État, en fait, pour cette entreprise totalement souveraine. Il y avait effectivement une problématique de communication interne. Et la communication interne, à ce moment-là, ça voulait dire tous les jours dire aux gens: vous venez bosser, vous restez chez vous, organisez le télétravail, parce que bien évidemment, les systèmes informatiques ne tenaient pas le coup pour que tout le monde bosse depuis la maison. Enfin, Oui, en plus dans le cas de la défense, avec les problématiques de sécurité qui sont très fortes. Donc, c'est gérer la crise dans la crise, en réalité, encore une fois. Et donc, c'était dire aux gens, il faut porter des masques. Enfin, voilà, la communication interne, elle était en fait, c'est des très moments où on importante. réalise, parce que parfois, ça peut être le parent pauvre. De mon point de vue, des fois, on se dit, Et en fait, en réalité, c'est dans des moments comme ça qu'on voit que c'est tellement clé. Pour moi, je pensais que la pièce maîtresse de la communication, c'était les relations avec la presse. Parce qu'on pensait tout ça au début. Parce que voilà, les journalistes faisaient de la pluie et le beau temps, et donc il fallait absolument gérer ça. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux, et on s'est dit, franchement, l'information va si vite dans les réseaux sociaux, et tout et n'importe quoi sort dans les réseaux sociaux, il faut s'en occuper. Donc en fait, et le rôle des journalistes est devenu moins important en fait, parce qu'ils avaient cette espèce de concurrence avec un mode de communication qui était direct. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte en fait à quel point il y avait un shift qui était en train de s'opérer, c'est-à-dire la fonction maîtresse finalement de la communication était de moins en moins les relations avec la presse et de plus en plus la communication interne, parce que les employés s'informent en premier lieu à travers les réseaux sociaux. Donc en fait, une espèce de mix entre l'interne et l'externe. Pour moi, c'est devenu vraiment une évidence que la communication interne était presque plus importante. Et c'était aussi parce que l'entreprise n'est rien sans ses employés. Les sous-marins ne se construisent pas s'il n'y a pas les ouvriers qui le font. Il y a les ingénieurs qui les pensent, mais il y a les ouvriers qui les fabriquent. Donc toute cette population avait besoin d'informations. D'une certaine manière, c'est un espace, entre guillemets, qu'il ne fallait pas laisser, en gros, aux réseaux sociaux. Exactement. Il fallait garder la maîtrise des choses. Donc, ça a été très, très important. On a créé des nouveaux médias, des newsletters que tout le monde pouvait voir, des choses qui étaient reçues chez les collaborateurs. Donc, il a fallu inventer des nouvelles choses, en fait, pour arriver à traverser cette crise dont on ne connaissait pas l'ampleur et dont on ne connaissait pas la durée. Donc, c'était compliqué. Et nous, en plus, chez Naval Group, on avait les politiques, ou plutôt les étatiques, en fait, y compris le ministre de la Défense, qui nous regardait et qui regardait comment on gérait cette affaire. Bien sûr. Donc, moi, j'avais une impression de responsabilité immense, absolument immense. Et on a bossé comme des fous, tout le temps. Le télétravail, c'est un concept Vous n'avez pas vécu, vous ? qui est passé assez à côté de moi. Et je me suis rendu compte,
pour répondre finalement à votre question, Jafar, que tous les DIRCOM des entreprises de défense étaient comme moi, c'est-à-dire pas paumés parce qu'on n'avait pas le droit d'être paumés, mais on avançait avec notre bon sens et avec nos directions générales qui nous demandaient beaucoup de Il y choses. a beaucoup d'incertitudes en fait à ce moment-là. Beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'angoisse en fait. Beaucoup d'angoisse auprès de nos collaborateurs qui disaient si je vais bosser au chantier, je vais choper le Covid et je vais mourir. En fait, globalement, c'était un peu ça. Et donc, je me suis rendu compte que on avançait tous mes confrères et consoeurs d'IRCOM avançaient tous comme ça, sans vraiment, avec leur bon sens et sans vraiment savoir comment tout ça allait aboutir. Et donc, j'ai eu l'idée de créer un petit groupe des DIRCOM, un petit club en fait. Et je leur ai dit, il faut qu'on échange nos idées, qu'on arrive à prendre de la force et de l'énergie. Et je vous propose qu'on se fasse un point tous les soirs. Alors, je crois que c'était à 17h ou dans un moment un peu creux, même si c'était jamais vraiment creux, mais je leur ai dit, montons un petit conf call tous les soirs, et puis chacun dit ce qu'il est, les questions où il en est et quelles sont les questions qui se posent. Alors c'était comment tu fais pour prévenir les gens qui sont chez eux et qui n'ont pas accès à leur ordinateur, par exemple. Mais c'était aussi, on a la ministre qui vient dans une semaine pour voir notre salle de crise, parce qu'on avait une cellule de crise qui était hyper bien structurée. Et donc, tous ces sujets-là, voilà, comment tu la reçois, qu'est-ce que tu lui montres, est-ce qu'on fait une vidéo avant avec des gens qui travaillent dans la cellule de crise, enfin, des choses très, vraiment terre à terre à ce moment-là et qui étaient très grands ou très petits, mais ça permettait de partager notre quotidien et surtout de se soutenir. Ouais. C'est-à-dire, on se le disait pas, mais c'était... t'es pas seul dans ce truc horrible qui se passe, voilà, et qui nous a aussi touchés tous, parce qu'en même temps, on avait des gens qui disparaissaient. Moi, j'ai perdu mon père de Covid. Donc, il y avait tout ce truc qui faisait que tout était mélangé et ça nous permettait de nous retrouver autour de cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait pour faire au mieux notre travail dans ce bazar énorme? Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Enfin, je trouve déjà c'est plein d'espoir, c'est-à-dire que quand on est forme de résilience, en fait, à un moment donné, quand on est challengé, ça dépasse certaines frontières, et donc la coopération entre pairs, elle se fait. En fait, je trouve ça rassurant, en fait. Et l'autre élément aussi, c'est comprendre finalement. Enfin, je suppose que ça vous a aussi ouvert les yeux peut-être sur des réalités différentes. Ce benchmark qu'on fait de manière générale, mais là, il est poussé quand même à l'extrême. En fait, ce que ça m'a dit, c'est que d'abord, on n'était pas en compétition les uns par rapport aux autres. Et moi, j'ai toujours senti ça, mais je pense que j'ai réussi à partager ça avec eux. C'était important. Ce que ça m'a appris, c'est que lorsqu'on ne sait pas quoi faire, c'est bien de tendre la main et de dire, bon, bah, toi, tu l'as vécu, est-ce que tu peux m'aider? Il n'y a pas de problème avec ça. C'est quelque chose on ne sait pas tout, mais on est plus fort si on demande de l'aide. Et ça aussi, c'est contre-intuitif parce que souvent, on peut se dire « Ah, c'est un aveu de manque d'autonomie ou de faiblesse », et en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et j'ai pas une seule personne. Alors, on était un petit groupe de, je sais pas, 8 ou 10. C'était tout petit, malgré tout, parce que l'industrie de défense française, il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises, mais les grandes, elles sont pas si nombreuses. Personne ne m'a dit « Non, j'ai trop de boulot ». Ça peut être le truc facile chez les DIRCOM. Non, j'ai pas le temps, je suis débordée, j'ai trop de boulot. Personne ne m'a dit ça. Alors, quelquefois, ça durait un quart d'heure. Hein. Ouais. Mais la force, c'était de faire ça tous les jours et avec ceux qui étaient là. Et il y en a qui ne pouvaient pas tous les jours, évidemment. Mais moi, j'étais là. J'étais là et je me suis très peu fait remplacer. Ok. Ça, c'est génial parce que je pense que ça fait tellement sens avec ce que vous êtes en train de construire maintenant pour les DIRCOM, on en parlera. J'ai envie quand même d'aborder cette crise australienne. Comment, en fait, on gère ce niveau de crise parce que on voit à travers ce type de crise la force et l'importance en fait de la communication pour la stratégie et le business. Nous avions signé en 2017 un énorme contrat avec l'Australie, avec le gouvernement australien pour construire 12 sous-marins, 12 très gros sous-marins. Et c'était ce que certains journalistes ont qualifié du contrat du siècle. C'était un énorme contrat de plus de 50 milliards d'euros. C'était un truc considérable qui nous avait vraiment propulsés sur le devant de la scène. C'était notre première apparition, je dirais, entrée en scène avec ce nouveau nom d'ailleurs. Le timing était parfait. Oui, c'était bien. Jusque-là. C'était bien. Quelquefois, il faut croire en sa bonne étoile. Et donc, en 2021, je crois, et
vous m'excuserez si je suis pas exacte dans les dates, le gouvernement australien décide de casser ce contrat en collaboration avec 2 autres pays, les États-Unis et l'Angleterre. Les États-Unis, c'était Joe Biden qui était président et l'Angleterre, c'était Boris Johnson. Ça a été quelque chose de très violent qui est arrivé sans prévenir. Et donc, un jour, coup de téléphone, on va tout arrêter. Donc, il faut savoir que c'est des contrats qui sont évidemment très politiques. C'est des contrats très forts de coopération entre les pays. Et aller fabriquer des sous-marins en Australie, pour la France, c'était quelque chose de considérable dans les relations bilatérales entre les 2 pays. Et d'une manière générale, entre les pays plutôt anglo-saxons, ce que dans la défense on appelle les Five Eyes, et puis le reste du monde, l'Europe, etc. Donc c'était une coopération absolument majeure, politique majeure. Et donc le fait d'arrêter ce contrat en fait avec la France, parce que c'était avec Naval Group, mais c'était principalement un arrêt de ces 3 pays, des relations vraiment de défense avec la France, ça a été une onde de choc absolument énorme. Et à ce moment-là, aucun membre du comité exécutif ne s'y attendait. J'avais été nommée après le Covid et donc personne ne s'attendait, ni même le PDG, à ce que ça arrive. Ça a été d'une violence inouïe. Et là, on s'est réunis en comité exécutif et le PDG a dit c'est avant tout une crise majeure de communication. Comment on s'en sort, comment on sauve l'image de l'entreprise dans ce truc énorme qui nous arrive. Donc, moi, je suis repartie dans mon bureau, j'ai dit à mon équipe, cellule de crise, on se retrouve en cellule de crise. J'avais dit à mon PDG, laisse-moi 1 heure, il faut qu'on aille réfléchir et qu'on revienne pour te proposer quelque chose. En réalité, la crise avait déjà démarré. Et c'est ce que maintenant, dans les médias sociaux, on appelle un shitstorm, je crois. Vous voyez que je me suis bien habituée au truc. Et donc, les journalistes appelaient, c'était affreux. On n'arrivait pas à se poser 5 minutes pour réfléchir à ce qu'on va faire. Mais là, je pense que je me suis dit, panique pas. Dans ces moments-là, il faut rester calme. Il faut essayer de réfléchir et de poser les choses sur la table. Ça, je pense que ça a toujours été plutôt ma force. C'est-à-dire, pas de panique, le stress, ça sert à rien. Il faut se poser, réfléchir. Et là, on s'est posé, on a réfléchi avec les membres de mon équipe de direction. Je suis allée voir le comité exécutif et on a décidé ensemble, parce que bien évidemment, je ne décidais pas tout, mais on a décidé ensemble qu'on allait laisser la grosse crise politique passer avant de dire quoi que ce soit. Donc en fait, là aussi, c'est peut-être contre-intuitif pour vous, Jafar. Ce que moi, j'ai proposé, c'est qu'on se taise. Ouais. Il y a effectivement, dans ce cas-là, des choses qui vous dépassent. Et du coup, d'une certaine manière, ça positionne le premier temps à l'échelle politique. Et ensuite, vous arrivez sur le deuxième temps. C'était avant tout un échec politique. C'était avant tout une attaque diplomatique, qui devait être gérée par la diplomatie avant quoi que ce soit. Ça n'était pas... Et moi, je ne voulais pas qu'on puisse dire que les Australiens arrêtaient parce qu'on n'était pas bon. Oui, bien sûr. Ça, c'était le problème réputationnel, c'était celui-là. C'est que l'opinion puisse imaginer qu'on nous foutait dehors, en fait. Exactement. Et donc, en fait, on a décidé avec le PDG, avec le comité exécutif, qu'on laissait la crise politique se dérouler. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et en effet, ça a été énorme, hein, vraiment énorme. Vous vous souvenez peut-être pas, mais c'est intéressant. Le président de la République a ramené son ambassadeur. Donc, ça a été vraiment une crise diplomatique absolument gigantesque. Et nous, on s'est dit, si on parle, en fait, on rentre dans le débat. Et donc, on s'est dit, on va pas parler pour l'instant. On va laisser le débat politique et diplomatique se dérouler et on choisira le moment de rentrer finalement dans l'arène et dans la mêlée parce que ça sera notre moment. Après, j'imagine qu'il y a quand même pour le coup un enjeu de com interne, parce que là, les gens, ils sont là, ils demandent ce qui se passe. Il y a un enjeu de com interne, donc, et c'était très bien, parce que c'est ce qu'on a fait en premier, c'est-à-dire que le président directeur général a pris sa voiture et est parti dans la foulée voir les équipes à Cherbourg, parce qu'il y avait déjà des Australiens qui étaient impatriés à Cherbourg pour travailler sur ce projet. Okay. Et donc, même si les bateaux devaient être construits là-bas, à Adélaïde, mais la première chose qu'on a faite, et c'était le plus important, et je pense que là-dessus, on a été très bon, c'est que Pierre-Éric Pommelet, le PDG, a dit «
je vais voir les équipes, il faut que je leur explique ce qui se passe. Et donc là, on a fait beaucoup de com interne. On a fait attention parce que à partir du moment où on écrivait une com interne, ça partait et c'était une prise de parole qui pouvait être considérée comme publique. Bien sûr. Donc on a fait beaucoup de au contact. Plutôt. On a fait des frustrés qui comprenaient pas ce qui se passait. C'est un arbitrage. Ouais. C'est un arbitrage. Ouais, je comprends. Donc là, ensuite, on arrive en 2025. Donc là, c'est une année clé pour vous. J'en dis pas plus, je vous laisse la main. 2025, c'est l'année de mon départ à la retraite. Vous savez comment les Espagnols traduisent le mot retraite? Jubilación. Jubilación. Je l'ai dit à la française, mais jubilación. Jubilación. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est un beau mot. Donc j'arrive à ce moment où je me pose la question, est-ce que je pars en jubilación ou je continue un peu, personne ne me demandait de partir, donc j'avais vraiment le choix. Et puis, ça faisait un moment que j'y pensais et j'avais vraiment l'impression que j'avais beaucoup fait, beaucoup exploré et j'avais pas envie de tomber dans une espèce de routine de fin de carrière dans laquelle j'aurais pas été forcément bien. Et j'avais surtout le sentiment profond que j'avais encore beaucoup de choses à faire et que j'avais encore énormément d'énergie pour ça. Donc, cette petite musique de si on passait à autre chose a pas mal tourné dans ma tête. Et puis, encore une fois, on avait un changement de gouvernance où le passage d'un premier mandat de Pierre-Éric Pommelet sur un deuxième mandat. Il avait fait 5 ans et il repartait potentiellement pour 5 ans après, ce qu'il a fait. Et donc, il y avait des planètes comme ça assez alignées en termes de gouvernance de l'entreprise, etc. Et je me suis dit, mais si finalement je profitais de ce moment pour partir. Et puis, j'avais quand même envie de partir. Je voulais pas partir par la petite porte. J'avais un peu envie de partir. Ce serait peut-être un peu prétentieux de dire en feu d'artifice, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup fait. J'étais très, très fière de mon action. J'avais vraiment l'impression d'avoir contribué à faire changer tellement de choses. Et je me suis dit, ça pourra jamais être aussi bien, en fait. Et l'idée de m'arrêter m'est finalement venue de manière assez naturelle, sans douleur, parce que j'avais le sentiment vraiment que je pouvais faire quelque chose de complètement nouveau derrière. Et alors, comment ça se passe? Parce que là, au moment où vous avez cette réflexion, comment vous êtes pris? Il y a cette décision, il y a cette envie de préparer très bien cette transition, cette forme de nouvelle contribution qui n'est pas encore claire à ce moment-là. Comment ça se passe? Le départ, ça se passe de manière assez classique, hein, quand on part, c'est-à-dire prévenir l'employeur que ça me dirait bien de partir, etc. On se met d'accord sur une date. Bon, tout ça, c'était assez simple. Et après, j'avais une idée, ce qu'un de mes amis, Stéphane Dieutre, appelle mon appel. J'avais un appel, qui est un beau mot, je trouve, qui était... Voilà, j'ai eu une vie de femme dirigeante. J'ai beaucoup travaillé dans un milieu très masculin, donc j'avais beaucoup observé ces relations entre les femmes et les hommes, les souffrances quand même des femmes, leur difficulté à vivre toute leur vie en même temps, en étant heureuses dans chacune de leurs vies. Et donc j'avais un genre d'appel comme ça qui me disait, peut-être tu peux réussir à transmettre quelque chose pour que ces femmes, finalement, ne souffrent pas et vivent mieux ce que toi, tu as vécu déjà pas mal, mais encore mieux que moi. Et donc j'avais cet appel, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas s'il fallait que j'aille dans des associations, rencontrer des femmes, etc. Je n'avais pas la méthode. Stéphane, qui m'accompagnait en coaching, j'avais décidé de travailler avec un coach justement pour arriver à trouver cette voie où dessiner cette voie qui pouvait m'amener vers cet appel. Il m'a convaincue en fait qu'il fallait que je m'arrête, qu'il fallait que je me pose, que je me mette dans ce qu'il appelle la jachère. Et c'est vrai que ça parle, la jachère, la culture triennale, on s'arrête et puis après ça pousse mieux quand on sème de nouveau dans la parcelle qui était en jachère. Donc ça m'a parlé, ce mot jachère. Et donc j'ai accepté en fait de m'arrêter un moment pour arriver à savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Ça a été très fort. Ça, c'est une idée très intéressante sur la question de la connaissance de soi, surtout à ces moments-là de transition. Enfin, à ce micro, j'ai eu énormément de personnes
dans des rôles de direction comme le vôtre qui m'ont raconté qu'il y a quand même un sentiment parfois de vide quand on se rapproche de ces moments-là et voire de vide réel vécu quand on les vit et que au fond on peut pas vivre la même chose. Par la force des choses, ça sera différent. Donc en fait, il faut construire cette histoire différente. Oui. Et moi, j'avais le sentiment que ça pourrait être mieux. D'abord, j'avais cet appel et j'avais quand même la confiance en moi nécessaire et qui me permettait en fait de me dire, je vais arriver à faire un truc. Je ne sais pas quoi, mais je vais arriver à faire un truc. Il y a quelque chose qui est important. On dit toujours il faut préparer sa retraite. Moi, je trouve que c'est que des mots et que c'est pas théorique en fait. C'est pas je me dis que je vais faire le tour du monde et puis je vais m'occuper de mes petits-enfants et puis je sais pas quoi. En réalité, c'est très théorique de dire ça. Moi, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est de me dire tu vas faire autre chose, tu as une envie, tu peux avoir un impact sur ces femmes et j'avais la conscience du fait que, comme je ne savais pas comment faire, il fallait que je me construise ce truc-là. Et j'ai pris conscience, en fait, à travers ce travail fait avec Stéphane Dieuttre, à travers une méthode extraordinaire qui s'appelle les personnages talents. J'ai réussi finalement à comprendre que pour construire quelque chose pour l'après, il fallait d'abord, déconstruire ce qu'on a toujours fait. Donc, la période de déconstruction est très importante et elle fait du bien. Et deuxième chose, grâce à cette méthode, finalement, aller chercher à la fois ses forces, ses facettes, les facettes de sa personnalité qui ont fait qu'on a eu cette carrière, ce développement professionnel, et puis aussi les facettes de nos personnalités qu'on a laissées sur le côté et qui finalement sont bien endormies, mais qui sont bien là, et qu'en allant réveiller finalement ces facettes de nos personnalités qu'on n'a pas forcément mis en mouvement dans notre vie professionnelle, finalement on arrive à construire un nouveau personnage, une nouvelle Claire, qui grâce à ça va pouvoir aller répondre à son appel et finalement construire cette voie. Donc la déconstruction et la réflexion sur ce que on a fait, sur ce qu'on est, permet finalement d'aller construire cette nouvelle chose. Et j'ai fait ça. C'est génial. Et je vais très très bien. Ouais. Ça se voit, en tout cas moi je le vois. Ça doit s'entendre aussi. J'espère. J'ai déjà communiqué personnellement sur le fait que je travaille aussi avec Stéphane. J'ai voulu en fait découvrir cette démarche-là. J'étais aussi intrigué et je me suis fait former en fait pour être coach personnellement alors que je ne suis pas coach. Mais dans l'intention d'améliorer ma propre pratique de podcaster. Et j'ai réalisé pendant ce parcours qu'effectivement, cette question de la connaissance de soi, d'autant plus pour des profils qui ont des carrières aussi exigeantes que vous, par la force des choses, parfois vous n'avez pas le temps de faire ce travail-là. Parfois c'est dommage parce qu'en réalité, ça pourrait être même utile de le faire pendant qu'on est en fonction. Et puis, il y a aussi cette idée de qu'est-ce que j'ai en moi que je dois maintenant exprimer peut-être un peu plus. Et je trouve qu'on a à nouveau de la prise, quoi. On se rend compte que la confiance en soi, c'est important et ça contribue finalement à garder cette confiance en soi. Parce que c'est vrai que si on n'a pas confiance en soi, c'est pour ça que le placard est si mauvais. Si on perd cette confiance en soi, en fait, on ne peut pas agir. Et moi, je me suis rendu compte en fait que cette force que j'avais, cette force qui finalement m'a permis d'agir pendant les 40 et quelques années de ma vie professionnelle, cette force, je l'ai encore. Je l'ai toujours et je l'ai fait, donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire autre chose après. C'est assez logique, mais il ne faut pas perdre cette idée-là. Et cette réflexion que j'ai menée pendant 1 an m'a permis de comprendre, par exemple, que j'ai un talent qui est l'ambition. J'ai l'ambition aussi, je suis assez audacieuse, mais aussi je suis quelqu'un d'assez sensible et relativement spirituel. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'ambition, le leadership, combiné avec ce côté un peu spirituel et sensible, ben finalement, c'est fort. C'est fort. Et on nous explique dans les écoles de management qu'en fait, faut pas être trop sensible. Et puis quand on est une femme, il faut pas trop montrer ses émotions. Et que quand on est une femme, faut pas trop dire qu'on est ambitieuse parce que ça veut dire qu'on veut tout bouffer, etc. Et en réalité, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'on a plein de facettes dans notre personnalité. Et quand on les combine, en fait, ça donne ce qu'on est. Et cette combinaison, en fait, de différentes facettes, elle est incroyablement puissante. Et si elle était puissante hier, elle est puissante aujourd'hui et elle est forcément puissante demain. Tout à fait. Et donc là, ça me donne envie de vous entendre sur
Comment ce demain est en train d'être construit? Ce demain, il est effectivement autour des femmes. Ce que j'ai envie de faire, et je développe une activité autour de ça, c'est d'aider les femmes finalement à assumer leur ambition, à assumer le fait que... Alors c'est souvent forcément des dire comme, parce que si je connais le métier, je peux plus les aider, je comprends mieux leur quotidien. Aider ces personnes qui sont des femmes, mais qui peuvent aussi être des hommes, finalement, à assumer le fait que cette direction de la communication, elle doit s'exercer au plus haut niveau pour être utile. Et si elle ne s'exerce pas au plus haut niveau, elle est plutôt médiocre. Sauf que pour tirer cette direction de la communication au plus haut niveau, ça veut dire déployer finalement une force particulière, déployer une posture, déployer un leadership. Ça veut dire travailler quand même sur sa méthode, sur son quotidien, sur ses relations avec les autres personnes de l'organisation, de l'entreprise. C'est pas forcément naturel. Et c'est pas forcément naturel pour les femmes. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est leur transmettre, en fait, ce que j'ai vécu, comme je l'ai transmis à ma fille, d'ailleurs, et leur permettre, finalement, de gagner du temps par rapport à l'expérience que moi, j'ai eue. Ça m'a pris beaucoup d'années, en fait, à comprendre ça et à le mettre en pratique. Si je pouvais permettre à ces femmes et à ces dirigeants et ces dirigeantes d'accélérer, finalement, et de comprendre plus tôt ce qu'il faut faire pour aider cette communication à agir au plus haut niveau, si je peux les aider à gagner du temps, à gagner en compétences et gagner en leadership, c'est ce que je fais. C'est génial. En tout cas, c'est une mission, moi, qui, quand je l'ai entendue pour la première fois, m'a beaucoup parlé. Et m'a nourri aussi, d'ailleurs, quand j'ai préparé cet entretien avec vous, parce que, en fait, j'ai vu et j'ai relu, à travers ce qu'on s'est dit, énormément d'éléments qui sonnent aujourd'hui comme une évidence. Mais parfois, en fait, c'est pas toujours... c'est une relecture. On se dit, ah, mais évidemment, enfin, je veux dire, à un moment donné, ce qu'on a abordé pendant cet entretien, il y a énormément de situations où vous avez fait ce chemin, des moments où vous avez eu des sujets de légitimité par rapport à... on a parlé d'expatriation et du retour. Donc, en fait, vous êtes construit ces convictions à la fois dans le très positif et à la fois dans l'adversité. Et moi, c'est ma conviction aujourd'hui que j'assume pleinement, c'est que vous avez une forme de responsabilité. Le vous, c'est vous, Claire, mais vous, les dirigeants qui quittent leur fonction et qui, en fait, ont encore cette force dont vous parlez, une responsabilité de continuer à contribuer quand vous le souhaitez, évidemment. Et dans ce cas-là, de réfléchir à quelle est la manière de le faire. Oui. Et moi, je crois beaucoup à ce que vous êtes en train de proposer. Et j'espère que ce qu'on a fait aujourd'hui, en termes de travail aussi de rétrospective, peut participer aussi d'une certaine manière à donner corps à ce chemin qui vous a mené vers cette contribution. En tout cas, c'est une des intentions qui a été la mienne. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces dirigeants, c'est soyez vous-même, mais comprenez qui vous êtes. Donc, effectivement, moi, j'ai fait un travail après mars 2025, mais c'est vrai que le faire plus tôt pour mieux se connaître et savoir comment on fonctionne, je pense que c'est intéressant de bien se connaître et de connaître, de savoir ce qui nous fait réagir, ce qui nous blesse, travailler aussi sur ses douleurs, parce que il y a des moments où on se sent attaqué soi-même, alors qu'en fait, c'est pas moi qui suis attaqué, c'est ma fonction. Tout à fait. Potentiellement. Je pense que c'est peut-être que je peux arriver à faire en sorte que ces dirigeants, à la fois, comprennent mieux leur mission et moins de doutes, moins de sujets de légitimité et potentiellement moins de souffrance. Moi, je suis très librement dans une problématique de transmission. Si j'arrive à transmettre ça, ce que j'ai, à une seule personne et que je change la vision d'une seule personne, j'aurais réussi. On va essayer de faire ce pari-là ensemble. Vous parliez d'un appel. Là, du coup, si vous deviez parler à toutes les personnes qui vont nous écouter, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Qui est potentiellement une bonne personne pour vous contacter, pour que vous puissiez échanger sur éventuellement un accompagnement? Ça peut être n'importe quel dirigeant qui se pose des questions sur sa légitimité au sein de sa propre fonction. Je pense que c'est surtout des femmes, pour tout vous dire, parce que je pense que les femmes ont peut-être plus de capacité à se remettre en question et à se poser des questions sur leur propre posture. Donc, je leur dirais, soyez vous-même. Et puis, si vous avez envie qu'on en discute, contactez-moi sur LinkedIn. Moi, je suis sur un seul réseau.
Je suis de la vieille école. C'est parfait, c'est efficace. Un grand merci Claire Merci pour Jafar. ce temps qu'on a passé, à la fois de préparation et de rétrospective aujourd'hui. Un grand moment dans l'humanité. J'ai beaucoup appris personnellement et je pense que beaucoup de personnes, je fais le pari en tout cas que ça fera réfléchir à minima, voire faire bouger des gens. Donc merci d'avoir fait ce travail de transmission. Merci à vous de m'avoir sorti de ma zone de confort. C'était un plaisir. Première prise de parole devant un micro. Et moi je suis très honoré d'avoir contribué à ça modestement. Merci beaucoup et puis aux auditeurs, je vous dis au prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Bravo! Vous venez d'écouter mon échange avec Claire Allanche. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées est de le partager sur LinkedIn en mettant en avant ce qui vous a marqué. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.